m'appelle Nicole Corradi. Moi, c'est Galia. Vraiment, vous n'avez jamais trompé votre mari? Il n'y a plus de moralité. Galia, c'est une sorte d'ovni dans la carrière de Georges Lautner. On est en 1966. C'est un film beaucoup plus cynique, beaucoup plus grave que la veine parodique des Tontons Flingueurs, par exemple. Tu es la fille idéale. Tu amuses mon mari et tu souffres à ma place. Et c'est un film qui a longtemps été difficilement trouvable, il était peu visible, alors qu'en son temps, à sa sortie en 66, ça a été un phénomène de société incroyable. Si toutes les histoires d'amour finissaient par des suicides, les péniches ne pourraient plus circuler. C'est le film qui va faire de Mireille d'Arc une superstar du jour au lendemain, une sorte d'emblème de la fille parisienne dans la lignée de Brigitte Bardot. C'est l'un des 13 ou 14 films que Mireille d'Arc va faire avec Georges Lautner. Alors, poupée, on dort? Ne nous fâchons pas! Et il faut savoir que le scénario, justement, à la base, il a été écrit pour Brigitte Bardot par un écrivain qui s'appelle Vae-Katcha, qui est un auteur qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui est l'auteur qui a écrit La Grande Sauterelle, qui sera un autre film culte avec Mireille d'Arc. Pourquoi? Vous êtes frigide? Non. Vous saute de temps en temps? Je crois que j'excite plus. Et donc Vae-Katcha tombe un petit peu par hasard sur Mireille d'Arc dans la rue. Mireille d'Arc lit le scénario dans la foulée, dans la nuit, et en fait elle est tout de suite charmée par ce scénario parce qu'elle s'identifie énormément au personnage principal qui est donc Galia. Galia, c'est l'histoire d'une petite provinciale qui quitte son Étretat natal, qui s'installe à Paris pour y mener la grande vie. Qu'est-ce que tu cherches à Paris? Le plaisir, la liberté, l'ambition. Et notamment courir les conquêtes masculines à une époque où c'est encore assez mal vu. Il faut le rappeler, on est avant mai 68. C'est aussi pour ça que le film fera polémique. Dans ce café, à l'heure actuelle, se trouvent 2 ou 3 hommes avec lesquels j'ai passé quelques heures au lit. On peut dire par exemple qu'elle dort sur un matelas, même le lit, ce qui est le cas de Mireille d'Arc à l'époque. Elle prend des bains de soleil à moitié nue sur sa terrasse dans son appartement, ce qui était également le cas de Mireille d'Arc. Elle lit Françoise Sagan. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent directement en fait de la vie de Mireille d'Arc, qui jouera également les décoratrices d'intérieur sur le plateau. Il commence sérieusement à m'intriguer, votre inconsolable. D'ailleurs, il y a plusieurs scènes dans le film qui font référence au port du pantalon que Mireille d'Arc portait à l'époque, à la fois sur le plateau et dans sa vie. Elle a essuyé des remarques à l'époque de son équipe technique par rapport à ça, donc c'est un peu drôle parce qu'on a oublié à quel point c'était un geste fort et vraiment pas si courant que ça à l'époque. Greg, vous savez bien que ce n'est pas possible. Mais si, pourquoi pas? Je suis en pantalon. Et la honte de moi. Il a tort. Vous êtes vraiment délicieuse. Est-ce que c'est le portrait de la jeune fille de 1966? Bien, ça commence par quoi? Sensuelle, amoureuse, ça, je vais pas en parler. Jeune, folle. asservie, Asservie, oui, je le suis beaucoup. passionnée, Ah oui, énormément. bouleversée et bouleversante. Bouleversante, je ne sais pas, mais je suis facilement bouleversée. Au casting, on retrouve Venantino Venantini, qui est une sorte d'habitué du cinéma de Lautner et de Gérard Houry, qui joue un Latin lover à la limite de la caricature pour le film. Ça, c'est très gentil. Il y a également Jacques Ribrol, qui est un acteur qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui joue le mari de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort. On peut citer également François Chaumette, l'homme de Belphégor, Francis Blanche qui fait une rapide apparition. Drôlement joli, hein? Oui. C'est ça. On peut également citer Françoise Prévost, qui joue donc ce personnage que Mireille d'Arc va secourir au début du film. Elle est au bord du suicide, elle se rencontre sur les quais de Seine, et en fait Galia va secourir donc ce personnage et contracter avec elle une sorte de pacte amoureux qui se retournera contre Galia elle-même. Elle a raison, la suicider. Il est charmant, le veuf. Il n'a pas l'air tellement préoccupé de la disparition de sa femme. Alors c'est un film qui a marqué aussi parce qu'on voit vraiment le Paris bougonnant de l'époque, de la Coupole, du Sélec, de Montparnasse, de la place Vendôme, du quai de Montebello, tous ces lieux vraiment très dans le vent à l'époque. Salut, je voudrais un grand crème et un jeton. Voilà. Le film commence comme une sorte de badinage amoureux avant de bifurquer un peu plus tard vers le polar, voire même le giallo, vous savez, ce genre horrifique teinté d'érotisme à l'italienne. Et d'ailleurs stylistiquement le film est assez drôle puisqu'il y a à la fois des emprunts à Jean-Luc Godard avec des scènes d'insert en gros plan, assez marqué de nouvelle vague. Il y a des scènes psychédéliques de rêve absolument incroyables, des scènes d'orgie en fumée qui peuvent rappeler voilà, le cinéma débraillé de l'époque. Donc c'est vraiment un film qui est au carrefour de différentes influences esthétiques. Ça va, je suis pas très bien réveillée, mais je crois que j'ai compris. Et donc c'est vraiment le film qui va faire de Mireille d'Arc une superstar mondiale. Elle va aller à la fois à New York, à Moscou, à Londres où elle va rencontrer les Beatles. C'est aussi le moment où elle devient une sorte d'icône de la mode. La robe Courrèges, Saint-Laurent, l'Alfa Romeo décapotable, tout ça vient vraiment de ce moment-là précis qu'est Galia. Mireille d'Arc dira que juste après, elle va voir plein de Galia défiler dans la rue. Et puis quelques mots sur la musique qui joue un grand rôle dans le film. Elle est à la fois inspirée du répertoire de Bach et de Michel Magne, qui est une sorte de monstre sacré de la musique du cinéma populaire de l'époque. Un compositeur de musique de film doit pouvoir faire de la musique orientale, de la musique chinoise, de la musique hindoue, de la musique folklorique auvergnate. On doit pouvoir tout faire. Donc le musicien doit être serviteur absolu.
Alors la critique n'aime pas trop le film, hein, c'est peut-être un petit peu trop avant-gardiste pour elle justement. Il y a juste Henri Chapier qui aime plutôt bien le film et qui en parle comme d'un nouveau Lagarson, hein, vous savez ce roman des années 20, écrit par Victor Marguerite et qui avait également en son temps fait scandale. Mireille d'Arc, la célébrité, ça représente quoi pour vous? Pour moi, eh bien, je pense que quand les élèves dans les écoles écriront Jeanne d'Arc sans apostrophe, eh bien, je pense que là, je serai célèbre.